Bonsoir Raphaël Donjean, Bonsoir. tu vas bien? Très bien. Merci de nous recevoir Avec chez plaisir. Solar Stratos. Alors, toi tu as une vraie histoire d'entrepreneur. Quand on a préparé, tu m'as dit bah, j'étais ambulancier, puis un jour j'ai eu envie de monter un bateau solaire, donc j'ai cherché 20 millions de francs. J'étais là, bon, ok, ça c'est un bon raisonnement d'entrepreneur, de passer de ambulancier à je cherche 20 millions de francs pour faire un bateau solaire. On retrouve un peu ce grain de folie de l'entrepreneur, et puis un jour, en traversant le Pacifique, tu regardes en l'air, tu dis dis donc, le rêve d'Icare c'est sympa, je vais faire un avion. Et là maintenant tu es en train de monter ce projet Solar Stratos. Et on va commencer par revenir un petit peu sur ton parcours. Au départ, tu es quelqu'un d'assez terrien. Mécanicien à motocycle, ambulancier, guide de montagne. Et puis, ce que peu de gens savent, c'est que tu commences ta carrière dans les nouvelles technologies en 96 avec une boîte d'hébergement de sites internet que tu fais avec ton frère et avec un ami. Et puis, la bulle internet éclate après 5-6 ans. Et là, il y a la première envie de travailler avec le solaire. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire que peu de gens connaissent? Bon, alors on a créé cette entreprise avec mon frère et un ami lorsqu'on était étudiants pour se faire un peu d'argent de poche. Et c'est pas vraiment la bulle internet qui nous a décidé de nous faire changer. C'est qu'en fait, on n'était plus étudiants, on a hésité à arrêter. On avait quand même à peu près 400 clients. Et là, on s'est interrogé, on s'est dit, bon, c'est un peu dommage, on a 400 clients qui nous aiment bien, voilà, mais on voulait faire quelque chose de différent. Et on s'est dit, voilà, essayons. Et là, on était vraiment les pionniers. En 2001, il faut bien voir que ça n'intéresse personne, l'énergie solaire. On vous prend pour des fous en train de manger des petites graines en Birkenstock. Et Internet, Donc, Internet voilà. Ça n'intéresse pas grand monde non plus. Alors à cette Internet, époque-là ça commence quand même. Ça commence quand même, et c'est vrai que ce n'est pas l'essor que ça peut avoir aujourd'hui. Et là, on se dit, on va essayer de faire fonctionner nos serveurs avec de l'énergie solaire. Donc, on couvre le toit de la maison de nos parents avec des panneaux solaires à Neuchâtel. Et on est le premier hébergeur solaire au monde, et 10 000 d'ailleurs. Et grâce à ça, on va passer au téléjournal, on va passer sur TV5 Monde, on va être repris sur CNN. Et de 500 clients qu'on a à peu près lorsqu'on lance vraiment le projet en 2003, en une année, on passe à 5000 clients. Donc voilà, on commence à retrouver les graines un peu de deux choses assez importantes. C'est que la médiatisation qui va continuer ensuite, et puis le solaire. Et en 2004, tu retournes en Islande, où tu avais été en 93, et tu retournes sur le site d'un glacier que tu vois, tu compares les deux, et là il y a une vraie prise de conscience par rapport à l'urgence en fait, climatique. C'est pas qu'on compare, en fait, c'est que j'avais fait une première expédition en 93 où j'avais participé à une expédition qui avait été organisée par un Suisse, un Genevois, Gérald Favre, qui est géologue, pour Nicolas Hulot, je pense que vous connaissez peut-être le ministre français, qui faisait une émission qui s'appelait Ushuaïa. Et donc on était parti, voilà, il y a un endroit, c'est qu'il y a un glacier, puis il y a une rivière d'eau chaude qui sort du glacier, c'est un endroit particulier au centre de l'Islande. Et pour aller sur ce glacier, on s'arrête à côté d'une longue glacière. On est à la route, elle est à 20 mètres du glacier, mais c'est un glacier, il est énorme, il fait presque 400-500 mètres d'épaisseur de glace, vraiment un gros glacier au sud de l'Islande. Et puis donc on s'arrête au bord de ce glacier, je me rappelle très bien, on était chercher notre glace pour faire notre whisky coca directement sur le glacier. Et puis voilà, donc ça c'est en 93, et en 2004, 11 ans plus tard, Tu vas plus de gaz pour le whisky, quoi. Scandale, prise de conscience climatique, il y a urgence. Voilà, on n'en est pas très loin, mais en fait, lorsqu'on arrive sur place, et là c'est pas drôle du tout, parce que lorsqu'on arrive sur place, le glacier, je ne reconnais pas bien l'endroit, le glacier il a reculé d'à peu près 3 km, il y a un lac à la place du glacier, et c'est-à-dire que par endroit, il y a au moins 400 mètres d'épaisseur de glace qui a disparu. Donc, imaginez 400 mètres d'épaisseur de glace, c'est des montagnes. Et là, vous avez vraiment, là vous prenez conscience que les changements climatiques, c'est une réalité. Que ce n'est pas juste des articles de journaux, que ce n'est pas juste des scientifiques un peu fous qui vous racontent des histoires. Là, vous prenez conscience vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose. Et donc j'avais pu, je suis aussi ingénieur, constater que techniquement, on a la technique, l'énergie solaire, on sait comment l'utiliser, qu'il y a des solutions, qu'on est en train tout simplement de détruire notre monde, en tout cas le monde tel qu'on le connaît, en utilisant des énergies fossiles. Alors que les solutions existent. Donc à cette époque, 2004, il y a beaucoup d'écologistes, je dirais, philosophiques et alarmistes. C'est important, bien sûr, il faut alarmer, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais il y a
il y a peu d'écologie optimiste, hein, c'est celle des solutions. Et moi, ce que j'ai appris en tant qu'ingénieur, je pense même en tant qu'entrepreneur, vous êtes tous des entrepreneurs, si j'ai bien compris, ben, si vous avez un employé qui vient avec des problèmes, ça ne vous sert à rien. Alors il faut des gens justement, qui viennent avec des solutions. Là on voit un peu la genèse du premier projet, hein, qui est Planète Solar. Donc un background d'ingénieur, une expérience d'entrepreneur, une expérience avec le solaire, une capacité à communiquer, à faire un peu le buzz, et puis une prise de conscience de l'urgence climatique. Et tout ça, ça devient Planète Solar. D'où est-ce qu'elle vient cette idée d'un bateau solaire, de faire le tour du monde? Alors, j'étais là, hein, on est en 2004, et peut-être pour replacer le contexte, 2004, on est juste après l'annonce de Bertrand Piccard de faire un tour du monde en avion solaire, et j'avais trouvé son idée géniale. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais dans ma voiture, quand j'ai appris ça, je me suis dit, ah, le con, il a toujours des bonnes idées, son idée, elle est trop bien. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas eu moi? Puis après, bon, ça en était resté là, donc il était sur son projet. Et puis lorsque je suis assis en face de ce glacier, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai cette idée de me dire, mais bon, faire un tour du monde en avion solaire, c'est incroyable. Mais d'abord, on a commencé par faire un tour du monde en bateau. Et le bateau, ça permet d'emmener des gens. Ça permet, c'est aussi comme ça qu'on transporte nos marchandises. Ça permet d'aller au cœur des villes. Hein, on peut remonter voilà, on peut aller dans les ports. On est vraiment proche des gens. On peut les emmener à bord. On peut partager cette expérience avec eux. Je me suis dit, mais c'est une évidence. Il faut commencer, si on veut réécrire l'histoire, comme disait toujours Bertrand, il faut commencer par la réécrire avec un tour du monde en bateau solaire. Et pour moi, c'est devenu en une seconde une évidence. Je tenais là la solution pour pouvoir mettre mes modestes compétences d'ingénieur, de modeste aventurier, pour essayer de faire quelque chose qui me paraissait être une évidence. Un modeste aventurier, mais qui va quand même devoir lever 20 millions. Et donc, tu pars sur la route avec une présentation PowerPoint, une maquette. Et puis là, je vais assez vite, hein, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler de Solar Stratos, mais Planète Solar fait partie de cette histoire. Mais tu rencontres un financier qui soutient le projet, des sponsors, construction qui démarre en 2009-2010, et puis septembre 2010, départ de Monte-Carlo, avec un bateau qui n'est pas du tout prêt. Et alors, là, tu me dis, au départ de Barcelone, et donc il faut savoir que Planète Solar a été meublé chez une grande marque d'ameublement suédoise, où en gros, vous avez mis les cartons sur le bateau et vous êtes parti et vous avez monté dedans. Il manquait pas de pièces? Il en manquait quelques-unes, comme non, là on a réussi en tout cas à les monter, puis on avait des vies. Non, mais il y a une chose dont vous avez parlé, j'aimerais quand même partager avec vous, parce que ça c'est important. Finalement, on n'avait aucune chance de réussir. J'étais ambulancier à Lausanne, peut-être que vous avez entendu mon accent neuchâtelois. En général, lorsqu'on va déjà à Lausanne ou à Genève, on vous prend pour un paysan quand vous êtes neuchâtelois. Et je cherchais 30 millions avec une présentation PowerPoint et des dessins d'artistes. A priori, comme ça, ça fait rêver. Aucune chance. Et en fait, ce qui va être incroyable, c'est que ce n'est pas nous qu'allons trouver ce partenaire qui décide de nous aider. C'est lui qui va découvrir notre projet grâce aux médias, grâce à une conférence de presse qu'on a fait. Et c'est lui qui va décider de nous aider. Et puis, c'est là où on voit qu'il faut des fois savoir prendre du temps. Et ça, c'est peut-être un conseil que j'ai en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est des fois, il faut toujours faire attention. Hein. C'est la personne qui m'a contacté, c'était son bras droit. Il m'a contacté le 24 décembre, je ne savais pas qui c'était et j'ai hésité à lui dire « Monsieur, vous êtes bien gentil, c'est la veille de Noël, je n'ai pas le temps de vous recevoir. » Alors, je vais lui demander de venir me dire bonjour. Je ne savais pas qu'il venait de Darmstadt pour me voir. Je vais l'amener au McDonald's à Yverdon. Il va me donner « Vous prenez, qu'est-ce que vous prenez ?» Je lui pose la question, il me dit « Comme vous, je offre un Happy Meal. » Vous voyez, à 6,90 €, et ça va être ce que va manger ce pauvre monsieur, le bras droit de monsieur Stroyer, et il va repartir jusqu'à Darmstadt, tout ça le 24 décembre. Mais je vais quand même prendre le temps de le voir, de lui expliquer ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on va réussir à financer totalement la construction du bateau, qui va faire le tour du monde Planète Solar, qui a changé quand même de paradigme. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des bateaux électriques et solaires, et toutes ces entreprises, et ça c'est quelque chose qui me fait énormément de plaisir. En général, ils m'écrivent ou je lis dans leur résumé, on a vu un bateau qui a fait le tour du monde en 2012 et on a décidé de se lancer. On va parler un peu de l'héritage du projet. Il y a des trucs et des anecdotes assez rigolotes. Par exemple, en route, hein, donc le tour du monde a duré 18 mois. Et en route, toute la high-tech a marché à perfection. Et par contre, toute la low-tech a complètement merdé. Ça ne marchait pas du tout. Or complètement, non, mais disons, on a eu les douches qui ont arrêté de fonctionner juste avant le départ de la traversée du Pacifique. Donc l'iPhone marchait, mais pas la douche? Non, tout ce qui est high-tech, on avait 1,2 MWh de batterie. Hein, encore aujourd'hui, c'est un bateau qui est extrêmement high-tech et qui a encore un look incroyable alors qu'il a 10 ans. Les toilettes se sont bouchées, bien sûr, lorsqu'on avait les soldats à bord. Vous pouvez imaginer la situation extrêmement agréable. Et puis, c'est vrai qu'on a eu peut-être le pire moment de notre voyage. Hein, on a
cassé un système de pas variable, donc on n'était plus capable de manœuvrer le bateau, parce qu'avec un seul moteur, vous n'arrivez pas à manœuvrer, donc on dérivait au milieu du Pacifique. Tout ça à cause d'un système purement mécanique. Alors, ce qui était effectivement le moment le plus terrible du voyage, parce qu'on a dû revenir par nos propres moyens. On a réussi à Bora Bora, où on est resté bloqué 3 semaines, avec une danseuse polynésienne, à Bora Bora. Et ça, c'était vraiment un moment absolument terrible. Le moteur aurait pu casser à Calais, mais non, il a cassé à Bora Bora. C'est comme par hasard, on a dû rester 3 semaines. Il y a un moment, Raphaël, qui est très symbolique, c'est qu'à un moment, tu as dû aller secourir quelqu'un. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, ça c'est aussi un moment assez incroyable. Donc on était dans le golfe de Bengale, dernière grande navigation, donc entre la Thaïlande et Sri Lanka, c'est la dernière grande navigation océanique. On passe les îles Andaman, un endroit totalement fermé, on avait pu s'arrêter parce qu'on avait mis 4 forces majeures pour recharger nos batteries. Et puis finalement on est à 500 km des côtes du Sri Lanka, on a passé 3 jours de tempête. Très difficile, et le matin du 4e jour, il y a un bateau de pêcheurs qui est en face de nous, qui est à la dérive. Ils nous font des signes, ils nous appellent, et ils enlèvent leur t-shirt, donc on se dit qu'il y a un problème. On monte à bord, on va prendre un moment pour se comprendre, parce qu'on ne parle pas tamoul, ils ne parlent pas anglais. En fait, ils sont en panne sèche. Donc c'était nous avec notre bateau solaire, où on était censé couler à la première tempête, où tous les marins nous avaient prédit qu'on allait couler, que notre projet ça ne fonctionnait pas, que ça n'allait jamais fonctionner. Ça, vous avez beaucoup de gens qui vous prédisent les pires des choses avant que vous partiez faire votre projet. Et c'est nous qui portions assistance à un véhicule qui fonctionne au fuel, avec notre bateau solaire. Et ça, c'est vraiment le premier sauvetage d'un bateau par un bateau solaire, d'un bateau au fuel. Et là, j'ai appris que finalement, lorsque vous naviguez avec un véhicule qui fonctionne au fuel, et que vous n'avez plus de fuel, et qu'il n'y a pas de station-service, ça marche beaucoup moins bien que le soleil. Ouais, forcément. Et donc, c'est dans le projet de bateau qu'en traversant le Pacifique, à un moment, tu regardes en l'air, il y a le soleil qui brille, et tu dis, tiens, la prochaine étape, ça sera d'aller là-haut. Tu n'as pas très bien pris tes notes parce que c'était de nuit. C'était de nuit, d'accord. Alors le vol d'Icar, parce qu'Icar, c'est le jour. Tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que moi j'avais toujours le quart de nuit de 9h à minuit, et puis donc là, à partir de 10h, tout le monde allait se coucher. J'étais seul de quart, je faisais le blog, donc j'avais vraiment la tête dans les étoiles. Je ne sais pas si des gens ici ont l'occasion d'aller dans le Pacifique Sud. Vous avez déjà été en Polynésie? Qui a été? Personne? Donc je vous conseille d'y aller parce que c'est un endroit assez... Voilà, c'est un endroit assez incroyable. Et lorsque vous quittez les Galapagos en direction des Marquises, c'est un mois de navigation, 25 jours, 6000 km. On n'a vu personne pendant 25 jours. Pas un bateau, pas un avion. Voilà. Donc à un moment donné, vous êtes à 3000 km de la première terre, 2 semaines de navigation, et puis vous êtes seul. Et la Voie lactée, elle est tellement lumineuse, vous avez vraiment l'impression d'avoir la tête dans les étoiles. Et toutes les minutes, il y a une étoile filante qui vous passe sur la tête. Et là, c'est vraiment une impression incroyable. Là, moi, j'avais vraiment l'impression d'être un astronaute sur ce bateau. Et là, je me suis dit, bon, Raphaël, si tu réussis ce premier tour du monde à l'énergie solaire, qu'est-ce que tu peux faire de plus ambitieux? Parce qu'il faut toujours être plus ambitieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ambitieux que le premier tour du monde en bateau solaire? Alors, il y avait bien sûr le tour du monde en avion. Ça, c'était le projet de mon ami Bertrand. Donc, on ne se fait pas compétition. Déjà, quelqu'un d'autre qui le fait, il faut faire autre chose. Et là, je me suis dit, mais si on pouvait s'approcher des étoiles, aller voir la courbure de la Terre, finalement, faire le rêve d'Icar, le réaliser 4000 ans plus tard, emmener un homme dans la stratosphère à l'énergie solaire, ça pourrait être une aventure juste incroyable. Et puis, bon, c'était même pas un rêve, c'était plutôt du domaine du fantasme. Je me dis, mais voilà, si on réussit, on verra si c'est possible, on essaiera de faire une nouvelle aventure. Et c'est comme ça. Et donc ça, c'est un projet, tu peux nous raconter un peu comment ça se passe? Donc c'est depuis 2014, c'est un budget de 10 millions de francs. Et puis, donc ça a été un peu plus facile, entre guillemets, parce qu'il y avait toute l'inertie de la première réussite, tu étais un peu plus connu. Les gens savaient que tu étais, même si c'est des rêves qui sont fous, que tu étais sérieux, que tu avais réalisé le premier rêve. Et donc, c'est un avion qui est derrière nous, d'ailleurs, qui a été construit en 2016, qui a fait son premier vol en 2017. C'est juste. Alors, on commence réellement dans l'idée, c'est 2012, mais après, il faut commencer à savoir déjà si c'est possible. La première question qu'on a un rêve comme ça, c'était également le cas pour Planète Solar. Bon, on se pose une question. Est-ce qu'on ne va pas à l'encontre des lois de la physique? Donc pour ça, il faut calculer combien il va falloir d'énergie pour monter là en haut. Est-ce qu'on pourra en récupérer suffisamment avec le soleil, grâce à des batteries? Voilà. Est-ce qu'on pourra réussir à faire ce projet du point de vue physique? Technique. Ouais. Physique. Technique, ça c'est encore autre chose. Mais si vous ne pouvez pas le faire du point de vue de la physique, si vous avez compte des lois de la physique, là c'est pas possible et puis là vous êtes un escroc donc il ne faut pas vous lancer. Donc ça on a d'abord fait cette analyse, du point de vue physique c'est possible, mais par contre c'est difficile.
Ça, on sait que c'est difficile. Après, c'est pour ça qu'on fait de l'exploration. Hein. Puis ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est le grand apprentissage de l'exploration, de cet esprit de pionnier. C'est faire des choses, faire de l'exploration. Et ben, c'est faire quelque chose dont on n'est pas sûr de réussir. Et souvent, on se limite, je pense. Alors, c'est vrai que quand on est entrepreneur avec une entreprise, ben, c'est plus délicat. Mais souvent, on se limite à faire des choses dont on est sûr qu'on va réussir. Et ça nous limite quand même énormément. Donc, de le faire en se disant, ben voilà, c'est physiquement possible. C'est ce qu'on a découvert. Mais techniquement, c'est très compliqué. Et c'est ça qui est passionnant. C'est difficile. Sinon, d'autres l'auraient fait avant nous. Et puis, ben, c'est génial de faire ça. Donc, de 2014, je dirais, c'est plutôt, on regarde si c'est techniquement et physiquement faisable. Et puis après 2015, on commence à préparer, à imaginer l'avion, le construire en 2016. Et puis en 2017, on fait les premiers vols. On revole en 2018. Et là, on a eu quelques difficultés. Lors d'un test de charge, on a cassé une des ailes. Là, on refait les ailes. Et donc, voilà, dans quelques semaines, d'ici 2-3 semaines, si tout va bien, un mois, on vole à nouveau. Alors, qu'est-ce que cet avion peut faire que ne peut pas faire un avion ordinaire? Cet avion, son but, c'est la haute atmosphère, c'est de s'approcher des étoiles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un avion classique, il fonctionne avec de l'essence. C'est un carburant. Mais il lui faut aussi un comburant, c'est l'oxygène. Donc en fait, plus on monte avec un avion qui fonctionne avec de l'essence, plus la pression d'oxygène baisse, et donc plus son rendement baisse. Alors, bien sûr, on peut mettre des turbos compressés, on peut réduire un peu cette perte, mais en gros, tous les 5000 mètres, vous divisez par 2 la puissance. Vous avez 50% à 5000, vous avez plus que 25% à 10 000, 12% à 15 000, 6% à 20 000. Alors que nous, avec un avion électrique et solaire, la puissance du moteur, elle ne change pas. C'est un moteur électrique. Donc on maintient la performance du moteur et on profite de plusieurs avantages. Vous voyez là, le soleil, il est bas sur l'horizon. En fait, il nous chauffe moins que lorsqu'il est au zénith. Pourquoi? Parce qu'il traverse plus d'atmosphère. Et donc, il perd de l'énergie dans les couches d'atmosphère. Alors que si vous êtes dans la stratosphère, ben, le soleil ne traverse plus l'atmosphère. Vous êtes en dessus de l'atmosphère. Et donc, vous avez en permanence la constante solaire, 1360 watts, alors que sur Terre, au niveau de la mer, on en a à peu près 1000 watts. Donc, on gagne de l'énergie, il y a plus d'énergie, il fait plus froid, et c'est quelque chose d'étrange, mais les panneaux solaires, plus ils sont froids, et mieux ils fonctionnent. On gagne 3% par 10 degrés, donc il va encore faire plus froid. Sur le panneau solaire, on a fait des œufs au plat sur les panneaux solaires. Je ne sais pas si Marco a essayé, mais nous, on a fait des œufs au plat. Alors, ça marche moyennement, parce qu'après, vu que ça fait de l'ombre, ça arrête de cuire, il faut chaque fois déplacer l'œuf. Ouais, bon, ça marche moyennement, donc je vous déconseille de le faire. C'est comme ça qu'on casse les ailes avec tous les œufs, le test de charge. Voilà, exactement, on a mis un œuf de trop. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'avec un avion électrique et solaire, eh ben, plus on monte et plus on a d'énergie. Ça veut dire que quelque part, Icare, il avait raison. Si tu peux interviewer notre cher ami Icare, ce serait intéressant de savoir pourquoi il a imaginé la stratosphère. Alors il avait mis de la cire, c'était son problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cire chez nous, vous pouvez contrôler, il n'y aura pas de cire ici. C'est totalement interdit. Mais finalement, c'était une intuition extraordinaire, cette légende. Et comment ça va se passer concrètement le jour où tu vas monter dans l'avion pour faire cette première? Ça va prendre combien de temps? Comment va se passer ce vol? Combien de temps il va durer? Quelles sont les étapes? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'on va voir en 2021? Dès 2021. Dès 2021. Dès 2021. Donc, bon, déjà, le but de cet avion, c'est la finalité. Mais là, on a un avion solaire biplace. Et c'est quelque chose que j'aime bien expliquer. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont reproché à notre pauvre Bertrand, notre pauvre André, votre avion c'est de la merde, il ne transporte pas de passagers. Certes. Mais avec l'avancement de la technologie, les choses avancent tellement vite que nous on transporte un passager. Du point de vue mathématique, vous êtes d'accord que quand on passe de 0 à 1, on a une augmentation infinie. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Donc vous voyez que déjà, en quelques années, on a réussi à avoir une augmentation infinie du transport de nombre de passagers sur des avions électriques et solaires. Donc voilà, donc le but c'est déjà de pouvoir, c'est pour ça qu'on a aussi un siège, parce qu'on aimerait pouvoir transporter, on a des rêves, on aimerait pouvoir transporter peut-être une personnalité emblématique de la protection de l'environnement ou peut-être un chef d'État. Il n'y a jamais un chef d'État qui s'est déplacé en avion électrique et solaire. Vous voyez? Donc nous c'est une plateforme de communication ce projet. Et la stratosphère c'est la finalité. Après comme ça je pourrais partir en vacances en Polynésie à la retraite. Mais avant on a plein d'idées pour communiquer sur ce potentiel d'énergie solaire. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, aujourd'hui les jeunes, ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Pourquoi ils poussent aujourd'hui les jeunes? Parce qu'ils n'ont pas de perspective. Tous les jours, vous avez vu maintenant, au niveau de la communication, alors
on a une vraie prise de conscience sur le problème du climat, mais on est presque passé basculer dans l'autre sens. Ah, c'est trop tard, c'est fini, il faut devenir. Non, il y a des solutions qui existent, on peut changer, on peut passer sur une société qui est basée sur les énergies fossiles, sur une société qui est basée sur les énergies renouvelables. Et il y a une autre chose sur laquelle on lutte, c'est ce problème que certains écologistes veulent nous dire, voilà, ils veulent nous faire changer de monde. C'est-à-dire ils sont contre le capitalisme, ils sont contre la consommation, ils sont contre les choses inutiles. Aller faire un week-end à Barcelone, c'est inutile, certes, mais alors à ce moment-là, on arrête la culture, on arrête le cinéma, on arrête l'art. Et puis ce qui est important, ce sera plus que manger des pâtes parce que ça peut nous faire survivre, il y a des questions de santé publique. Mais excusez-moi, on va se faire chier dans un monde comme ça. Hein. Et c'est quand même ce qui nous différencie des autres espèces vivantes. Moi, je suis sûr qu'il y a un chemin où on peut continuer à rêver, à faire des choses inutiles, de la culture, de la musique, voyager peut-être pour se faire un week-end, se faire plaisir, hein, voilà, on a le droit de le faire, pour autant qu'on le fasse en respectant la nature et en respectant les règles sociales et humaines. Hein. Donc moi, j'ai rien contre le capitalisme, pour autant qu'on respecte les règles sociales, qu'on paye correctement les gens, qu'on respecte aussi l'environnement. Donc ça, justement, il y a tout un message politique. Hein, on peut carrément sortir le mot de sa valise. Et quel est l'héritage technologique que va amener ce projet? On a vu que Solar Impulse est en train de devenir, ils viennent d'annoncer quelque chose aujourd'hui, que l'avion allait repartir, être utilisé par une start-up. Quel va être l'héritage technologique? C'est-à-dire que là, ce que tu construis, c'est les premiers pas d'une aviation 100% solaire qui va arriver dans les décennies à venir? Alors, je répondrai juste à ta première question. Je ne fais pas... C'est de la politique, oui, parce qu'on s'implique dans des questions de société civile importantes. Mais moi, je ne fais pas de politique partisane. Au sens noble, exactement. Voilà, je ne fais pas de politique partisane, ça c'est important. Il y a un message politique, mais ce n'est pas politique gauche ou droite. Je ne suis pas membre d'aucun parti. Il y a un chemin où on peut concilier société telle qu'elle est aujourd'hui et respect de l'environnement. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un message politique. Maintenant, donc ça, c'est un peu la mission du projet. C'est tu veux faire changer les perceptions là-dessus. Tu veux changer de paradigme. Voilà, changer ce chemin-là. Et donc, il y a aussi toute une dimension technologique. C'est une technologie qui ne va pas juste aller dans cet avion et s'arrêter, qui va continuer. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'héritage technologique que tu attends? Oui, par contre, notre rôle, c'est de montrer qu'avec l'énergie solaire, vous savez que le potentiel des énergies renouvelables, hein, le soleil, c'est 1,2 fois 10 puissance 6. Bien sûr, on ne peut pas mettre des panneaux solaires sur toute la Terre. Mais l'humanité a besoin pour à peu près en 2100 de, on va dire, 33-35 terawatts d'énergie en continu. Le soleil en continu pratique, selon les Nations Unies, c'est 600 terawatts. Donc c'est une énergie qui est colossale. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est montrer le potentiel de l'énergie solaire. Du point de vue économique, nous, on dit une chose, c'est que l'énergie solaire, en Suisse, on dépense 10 milliards par année dans les énergies fossiles. On achète une matière première qu'on brûle. Que si on investissait cet argent en Suisse, on pourrait augmenter notre indépendance énergétique, consommer localement, tout ça, ça met de la richesse à notre système, c'est optimiser notre efficacité énergétique. Et, en plus, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas vraiment de dire que demain, on pourra tous voyager en avion solaire, parce que ça, c'est pas vrai. On ne pourra probablement pas faire des traversées de l'Atlantique avec 400 personnes dans un avion solaire. Peut-être qu'il fonctionnera à hydrogène, avec de l'hydrogène qu'on aura produit avec l'énergie solaire. Mais il ne faut pas non plus raconter des choses qui sont quasiment impossibles. Vous savez qu'un aller-retour de l'Atlantique avec un avion de ligne, pour un seul passager, c'est l'énergie que les pharaons d'Égypte ont utilisée pour construire toutes les pyramides. Il y a beaucoup d'énergie qui sont en jeu, mais on pourra le faire avec de l'hydrogène, qu'on aura produit avec du soleil et de l'eau, ce qu'on fait aujourd'hui sur Race for Water. Voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est montrer qu'on peut électrifier la mobilité, mais pas seulement la mobilité, l'ensemble de l'industrie et puis éventuellement des questions de logement, hein, c'est aussi important. Donc on peut électrifier notre monde, que l'électricité c'est super plus efficace. Hein. Nos téléphones portables ils ne fonctionnent pas avec de l'essence. Hein. Voilà. Donc l'électricité c'est quelque chose d'extraordinaire et puis qu'en plus on peut produire cette énergie grâce au soleil, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres types d'énergie renouvelables. Là, ce que tu veux montrer en fait, c'est que le solaire, à terme, quand il sera plus mature, sera plus performant que l'essence et même, ça ne sera même pas un choix militant comme ça peut l'être aujourd'hui, ça sera un choix rationnel. Parce que ça sera une énergie qui sera moins chère, qui sera plus efficace et qui sera moins polluante, tout simplement. Ouais. Alors, elle est déjà moins chère aujourd'hui. Aujourd'hui, une grande centrale solaire, donc j'ai des amis qui sont argentins, qui étaient dans le gaz et le pétrole. Et aujourd'hui, en Argentine, ils ont vendu et ils ont acheté des centrales, ils ont construit des centrales solaires. Aujourd'hui, à peu près, je dirais, on est à les 4 centimes à peu près le kilowattheure. C'est l'énergie la moins chère. Pour des grandes centrales, hein, bien sûr. C'est l'énergie la moins chère. C'est le stockage, alors c'est pour ça encore. Alors après, il y a un petit problème de stockage, ce qui n'est pas un problème chez nous. On a des barrages, on a une capacité hydraulique. Vous savez qu'on a à peu près de quoi stocker 40 jours d'énergie de toute la consommation suisse d'électricité. Alors bien sûr, on a un petit problème sur l'hiver,
Mais 40 jours, c'est énorme. Donc pour la nuit, on n'a aucun problème. Donc le soleil peut aller, si on a un plan, allez, on installe 50 gigawatts, c'est 0,2% de notre PIB. C'est beaucoup moins que quand on a fait les grandes installations hydrauliques après la Deuxième Guerre mondiale. Et avec ça, on couvre une bonne partie de nos besoins énergétiques. Donc, et même si on électrifie l'ensemble des déplacements, qu'on met des pompes à chaleur dans les maisons, il y a un petit manque en hiver. Là, il faut trouver des solutions, géothermie, il y a des solutions qui se mettent en place. Mais en Suisse, le stockage, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on a nos barrages. Voilà, donc on turbine l'eau, on remonte l'eau. Il y a de nouvelles méthodes aussi, voilà, où on fait monter du poids qu'on fait redescendre ensuite pour rendre l'énergie. Si on prend un peu un pas de recul par rapport à tous tes projets et on prend ta démarche dans la globalité, c'est quoi le succès pour toi? Alors pour moi, le succès, moi je ne suis pas dans une démarche individuelle. Donc moi je ne suis pas du tout un entrepreneur. J'imagine que vous êtes tous des entrepreneurs qui avaient envie de réussir à construire une belle entreprise qui va gagner de l'argent. Moi c'est un peu particulier. Moi je fais une entreprise, ce n'est pas un but. C'est un moyen d'essayer de faire une démonstration pour modestement prendre ma part à essayer de changer de paradigme pour sauver, non pas notre planète, parce que j'aimerais être clair, notre planète géologique, elle va continuer à tourner sur elle-même autour du Soleil, mais quelque part pour sauver notre économie, notre monde. Récemment, j'étais dans le passage nord-ouest où j'ai voulu traverser le passage nord-ouest en kayak solaire. Et on s'est retrouvé bloqué, j'étais avec une navigatrice française, Anne Kemeré, on s'est retrouvé bloqué dans un endroit où il y avait du mauvais temps pendant 3 semaines. On était dans une cabane où il n'y avait rien, de chasseurs, avec du sable et d'eau de mer. Mais j'avais 10 000 $ sur moi, elle avait 10 000 $ sur elle, elle avait beaucoup de cartes de crédit, hein. On avait beaucoup de cartes de crédit, mais rien. Donc, j'ai appris une chose, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, s'il n'y a pas de richesse naturelle, ça ne vous sert à rien. On ne s'achetait pas un sandwich, on ne s'achetait pas un melon, on ne s'achetait pas un café, on ne s'achetait rien, il n'y avait rien. Du sable et de l'eau de mer. Votre argent ne vous sert à rien. L'argent, c'est qu'une part des richesses naturelles. Et si on détruit ces richesses, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, tous les billets, puis le compte le plus gros que vous pouvez avoir. Ça va nous servir à plus rien du tout. Donc je pense que de changer de société puis de décarboniser notre société, c'est tout simplement avant tout égoïste et c'est pour protéger notre économie. Et toi, tu n'es pas intéressé par les records? Non, moi c'est les premières. Pourquoi? C'est peut-être un peu, alors là c'est peut-être mon ego qui va parler. C'est vrai qu'on a, Bertrand m'a toujours expliqué, Raphaël, on a tous un ego, sinon on est mort. Donc moi un record, bon déjà ça peut se rebattre et puis c'est basque quelque chose déjà. Une première, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement excitant. Quand vous êtes le premier, quand sur Planète Solar, on est rentré dans l'océan Indien, puis on se dit, mais on est les premiers, jamais personne n'a fait ça. Et un jour, il y aura beaucoup de gens qui se déplaceront avec des véhicules, des bateaux électriques, des bateaux solaires, mais on est les premiers. C'est incroyable comme sensation d'être les premiers. Et puis de réaliser finalement quelque chose que tellement de gens vous ont dit que c'était impossible, c'est quelque chose de totalement incroyable. Et puis surtout, alors ça c'est peut-être ce côté d'ego démesuré, vous laissez une trace. On est les premiers et personne pourra nous prendre ça. Personne ne pourra nous le prendre. Puis c'est aussi une fierté parce que par rapport à nos partenaires, vous savez quand il y a des sponsors qui vous aident, vous êtes un peu l'aventurier un peu fou qui prenait des risques, certes, mais le sponsor, il met son argent. C'est tout aussi risqué. C'est tout aussi risqué. Et puis vous lui amenez quelque chose. Vous lui amenez quelque chose qui va rester dans l'asset de sa société. Il pourra toujours dire, comme Omega disent que c'est eux les premiers qui étaient sur la Lune, ils pourront toujours le raconter. Ceux qui nous ont aidés à faire ce premier tour du monde dans l'énergie solaire, ils pourront toujours dire que c'était les premiers. Ouais, on voit que tu as un vrai don de la communication. En effet, c'est très important dans ces projets qui sont très ambitieux, qui ont besoin de beaucoup de moyens. Il faut savoir communiquer. Toi, tu as une vue qui est, tu l'as expliqué tout à l'heure, qui est optimiste en fait, de dire qu'on peut faire quelque chose, qu'il y a une façon de concilier notre rythme de vie et puis le respect de l'environnement. Une question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'individu? Et toi qui es quand même immergé maintenant dans ces thèmes depuis très longtemps, s'il y a une chose qu'on peut faire, que les gens qui sont là, les gens qui regarderont cette vidéo, peuvent changer dans leur vie et qui a vraiment un impact significatif, c'est quoi? Alors je pense qu'en Suisse, tu parlais de politique, en Suisse on a une chance extraordinaire. On est dans une démocratie directe et je pense que là on est tous responsables en tant que citoyens déjà lorsqu'on va décider non seulement de voter pour des lois, stratégie énergétique 2050 par exemple, c'est extrêmement important, le message qu'on a amené. Si nous, un peuple, le seul peuple quasiment au monde où on peut directement décider de choses, parce qu'on a une démocratie directe, on ne démontre pas que finalement, avec notre richesse, on s'engage pour un changement, qui va le faire? Donc moi je pense que dans nos engagements politiques, ça veut dire dans les choix que vous allez faire, en choisissant des personnes, des hommes politiques qui vont nous représenter, de prendre des gens qui sont progressistes, qui ont compris ces questions. Droite ou gauche, ce n'est pas important, mais des gens qui ont une vision
Voilà. C'est important, pourquoi? Parce qu'un homme politique, il ne peut pas faire un changement s'il n'a pas un soutien de la société civile. Parce que vous savez que vous êtes mort, que dans 2 ans, dans 3 ans, on ne va pas vous réélire. Donc si les hommes politiques sentent qu'il y a cette dynamique, voilà, pour lutter contre les changements climatiques, et ils vont oser mettre en place des politiques, pas forcément restrictives et de taxes, mais qui vont mettre en place des systèmes qui vont nous permettre de changer. Donc ça, c'est la première chose. Puis après, en tant que consommateur, d'essayer de consommer différemment, de faire attention. Ça ne veut pas dire ne plus aller à Barcelone, mais de se dire, bon, j'ai déjà été 3 fois à Barcelone cette année, est-ce que cette fois, c'est vraiment nécessaire d'y aller? De faire quand même attention, d'abord, c'est quand même... Voilà, puis après, vous avez... Personne ne se pose la question, tout le monde d'ailleurs critique les gens qui prennent l'avion, mais personne ne s'inquiète de savoir comment est-ce que, ne serait-ce que sa maison est chauffée. Vous êtes propriétaire, vous pouvez peut-être isoler votre maison, vous allez pouvoir mettre des panneaux solaires, avoir une voiture électrique, un vélo électrique pour se déplacer, voilà, sans changer votre confort. Moi, je pense qu'on peut changer sans diminuer son confort. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Et sans faire exploser les coûts non plus. Je lisais un article aujourd'hui du Guardian qui disait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont amélioré leur processus mais qui ne veulent pas communiquer dessus, de peur que les clients et les investisseurs se disent si c'est plus vert, ça veut dire que ça va coûter plus cher et que ça va être moins rentable. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y avait une entreprise qui a divisé l'eau utilisée par 60 pour produire des jeans ou des choses comme ça. Une avant-dernière question, qu'est-ce que tu as appris sur toi avec tous ces projets entrepreneuriaux? Qu'est-ce que ça t'a appris? Alors, j'ai appris quelque chose qui a complètement changé ma vie. Donc jusqu'à ce que je me lance dans ce genre de projet, en fait, j'avais l'impression de diriger ma vie. Donc je contrôlais ma vie, j'avais décidé de faire tel métier, je faisais du sauvetage, j'avais décidé que ma vie, ça allait se passer de telle et telle manière. Et puis les choses se passaient à peu près comme prévu, sans que grand-chose finalement vous arrive. Et puis tout d'un coup, vous êtes projeté dans un projet comme ça, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et puis ce qui est fou, c'est que depuis, je n'ai pas forcément l'impression que je contrôle toujours ma vie. J'ai l'impression que je suis comme une espèce de courant dans une rivière qui m'entraîne et puis les choses m'arrivent dessus. Et souvent bonnes, donc souvent, voilà. Donc c'est de lâcher prise en fait, c'est ça, c'est qu'il faut un peu laisser faire. C'est qu'aujourd'hui, j'ai confiance dans les vents de la vie. Voilà, et j'ai confiance en la vie et puis j'avance. Sans vraiment avoir le contrôle, j'essaye d'un petit peu, je suis sur mon bateau puis j'essaye un petit peu de contrôler. Et ça, c'est un changement complètement de paradigme. Parce qu'avant, vous avez l'impression de contrôler, je vais faire ça, c'était une vie. Puis je ne travaillais pas avant, vous êtes ambulancier, je travaillais 3 jours par semaine, j'étais de la montagne, j'étais payé pour faire de la montagne. Vous êtes fonctionnaire, donc vous travaillez en gros 3 jours par semaine. Maintenant, je suis entrepreneur, je travaille en une journée, je faisais ce que je faisais avant en une semaine, vous voyez. Puis mes seules difficultés, c'était de payer ma facture à la fin d'année. Voilà. Donc vous découvrez quand même un monde totalement différent. Et puis les gens que je rencontre. Dans 2 semaines, je suis avec Charlie Duke, on va aller faire la gravité lunaire avec Charlie Duke, un marcheur lunaire qui parlait à Neil Armstrong. Voilà, vous rencontrez des chefs d'État, vous rencontrez des gens, ça vous amène une richesse extraordinaire. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Et en même temps, c'est ça qui a changé ma vie. Se laisser porter et saisir l'inattendu, ce qui se présente. Et ce qui a tout changé, c'est qu'avant, j'avais besoin... Vous savez que jusqu'à 19 ans, j'étais un mythomane. Je me racontais des histoires. Je voulais être quelqu'un d'autre. À 14 ans, je racontais que j'étais astronaute et agent secret. Voyez. Donc voilà. Et puis, ce qui est drôle, c'est que beaucoup d'autres personnalités que j'ai rencontrées, personnalités incroyables d'ailleurs, m'ont dit, mais Raphaël, moi aussi j'étais un mythomane jusqu'à, alors peut-être pas 19 ans, mais 16 ou 17. Alors moi à 19 ans, j'ai dit stop maintenant. Et puis, mais jusqu'à 30 ans, je me disais, mais je ne me suis pas vraiment réalisé. Maintenant, j'ai été au-delà de ce que je pouvais espérer. Et puis quand je raconte ma vie, je me dis, des fois, ils vont me prendre pour un mytho. C'est pour ça qu'on a voulu faire l'interview devant l'avion, voilà. Qu'il n'y ait pas de doute, voilà, il est là, on ne peut pas aller le toucher parce que les ailes sont un peu abîmées. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que alors je suis très content de chaque jour que me donne la vie, en plus c'est génial, mais si maintenant je vais venir à mourir maintenant, je serais déjà extrêmement heureux à titre égoïste. Par contre, par rapport à mon engagement, j'espère une chose, on doit changer vite maintenant. On a 10 ans pour changer, pour arrêter d'émettre du CO2 dans l'atmosphère, sinon, malheureusement, on verra le début de la fin. Et je ne sais pas s'il y a je vois qu'il y a une fille qui est plus jeune. Nous, on verra le début de la fin, mais peut-être que certains verront la fin. Et ça, on ne doit pas laisser faire. On doit tout faire pour changer. Comme on est optimiste, on pense qu'on va réussir à cette transition. Donc, je vais terminer par une dernière question. Après l'avion, il y a quoi comme projet dans ta tête?
se reposer et retourner en Polynésie, parce que j'ai tombé amoureux de la Polynésie. Donc je vais me reposer. À côté de ça, j'ai quand même une fondation, on essaie de faire la promotion de l'énergie solaire, on a des projets en Afrique pour essayer d'aider ce continent. Hein. On essaie de faire on a des formations pour que les gens apprennent à poser des installations solaires. Ils sont arnaqués par les Chinois. Hein. Ils leur vendent des panneaux que nous on ne veut pas acheter plus cher que ce que nous les achète ici. Donc on essaye de faire ça. On a un projet d'amener un bateau solaire sur le lac Titicaca. On a fait le premier tour du monde de bateau solaire. On aimerait faire le premier bateau solaire de l'histoire. Donc ce serait génial. Ce serait le plus haut bateau solaire de l'histoire. Voilà, et ça permettrait, en plus, il y a beaucoup de touristes, de transporter des enfants qui vont sur les îles qui n'ont pas de moyens de transport. Voilà, c'est des petits projets comme ça. On a le prince Albert de Monaco qui m'a dit, Raphaël, si tu fais ça, je viens. J'ai jamais été sur le lac Titicaca, je viens. Donc voilà, on a des projets comme ça. On développe un logiciel de routage pour les bateaux multi-énergie qu'on va tester sur Race for Water pour pousser les armateurs à leur dire, mais il y a des solutions hein, pour consommer moins d'énergie. Donc on a beaucoup de projets. C'est le temps qui me manque. Mais il y a beaucoup de projets. Donc après cette aventure, je ne sais pas parce qu'il faut, et ça c'est important, je pense que vous savez ça comme entrepreneur, c'est bien de toujours voir plus loin. Mais maintenant, il faut que tout mon focus soit mis sur ce projet parce qu'il est compliqué à réaliser. Et puis, je me suis engagé par rapport à mes partenaires. La première ligne du contrat, c'est pas on va réussir. Parce que vous serez un menteur. Vous vous engagez à réussir quelque chose qui est super ambitieux, donc vous n'êtes pas sûr pas certain de réussir. La première ligne du contrat, c'est on n'est pas sûr de réussir, mais on va tout faire pour y arriver. C'est ça l'état d'esprit. On veut être honnête. Mais par contre, la promesse, il faut la tenir après. Donc il y a des entreprises qui mettent de l'argent, mais pour eux, c'est beaucoup d'argent. Et vous avez une responsabilité. On a reçu de l'argent des collectivités publiques, donc l'argent des impôts des gens. Hein, donc déjà, je vous remercie, parce que je pense que vous payez tous des impôts. Je profite pour vous remercier. Donc c'est une responsabilité. Donc pas celle de réussir, parce qu'il ne faut pas se mettre trop de pression. Mais notre responsabilité, c'est de tout faire pour réussir. Voilà, donc 10 ans ne suffiront pas. Donc espérons que la transition écologique sera un succès et que tu pourras continuer à faire plein de projets qui nous feront rêver. Merci beaucoup, Raphaël Donjean, pour ton temps. Merci. Mais